Cette année, on va célébrer le centenaire d'une des grèves les plus spectaculaires de l'histoire du Canada, la grève de Winnipeg de 1919. Cette grève-là, c'est un moment marquant de notre histoire. En fait, elle rivalise sans aucun doute en importance avec celle du Front commun, qui avait ébranlé le Québec en 1972. Mais pour la plupart au Québec, en fait, les détails de la grève générale de Winnipeg, ils sont méconnus, puis ces leçons, ils sont oubliés. Cette grève-là est majeure à la fois pour ses leçons positives que négatives. Puis par une drôle de coïncidence, on n'en entend pas parler à l'école. Je sais pas vous, là, moi j'ai... il y en a peu qui savent que la grève de Winnipeg, c'était une contestation directe de la capacité des capitalistes à diriger la société. En fait, les travailleurs de Winnipeg ont démontré dans la pratique qu'ils n'avaient pas besoin des patrons pour travailler et diriger la société. Après 100 ans, l'histoire de la grève de Winnipeg nécessite d'être revisitée, puis la mémoire et l'héroïsme des grévistes doit rester donc vivant et être transmis pour le futur. D'autant plus qu'avec le retour des négociations du secteur public en 2020, avec la situation horrible avec laquelle les libéraux ont laissé le système de santé et l'éducation, avec les 1030 localités qui luttent encore aujourd'hui à l'abbaye depuis quasiment 17 mois, avec le gouvernement patronal de Legault au pouvoir, c'est ça qui est un gouvernement de droite, il est important de se pencher sur la pertinence tactique d'une grève générale pour concrètement améliorer les conditions de vie des travailleurs, combattre avec efficacité l'austérité, combattre avec efficacité les attaques des patrons. En effet, il y a 100 ans, les travailleurs de Winnipeg faisaient face à des problèmes très similaires auxquels nous faisons face aujourd'hui. Ils vivaient en fait dans le même monde que le nôtre, un monde capitaliste. Un monde qui est marqué par l'exploitation, par l'oppression, par les guerres, par les famines. Un monde avec des inégalités croissantes où d'un côté on trouve une accumulation phénoménale de richesses dans des mains qui sont toujours moins nombreuses, puis de l'autre côté où on trouve une pauvreté rampante puis sans cesse grandissante. À l'époque, il y avait aussi un mouvement syndical qui peinait à faire des gains, puis qui a subi à plusieurs reprises des attaques vicieuses du patronat. Il faut dire qu'à l'époque, les syndicats et le droit de grève n'étaient tout simplement pas reconnus par le patron. Aujourd'hui, malgré la reconnaissance légale du droit de grève, les travailleurs ne peuvent plus lutter sans qu'une loi spéciale leur tombe sur la tête. En pratique, en fait, notre droit de grève est constamment nié, puis notre situation à ce niveau-là n'est pas si loin de 1919. En fait, comme j'ai dit, on vit aujourd'hui dans un monde similaire à celui des travailleurs de Winnipeg, sauf que depuis, les inégalités ont grandi, puis maintenant, en plus, on a une crise écologique sur les bras. D'où l'importance d'étudier attentivement ce que nos prédécesseurs ont fait. Ceci dit, l'année 1919 n'est pas que l'année de la grève de Winnipeg. L'année 1919, c'est une année de révolte qui va secouer le Canada d'un océan à l'autre. La grève de Winnipeg a simplement été l'endroit où le conflit a été le plus aigu. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais tenter de raviver l'histoire de la grande révolte ouvrière de 1919, de vous transmettre le feu ardent qui avait animé les travailleurs de cette époque-là. Mais pour comprendre où on va, il faut comprendre d'où on vient. Il faut donc revenir un peu dans le temps pour mieux comprendre l'origine historique des mouvements et des processus sociaux qui avaient marqué l'année 1919. Donc, la Première Guerre mondiale, avec l'effort de guerre, avait sorti le Canada d'une profonde crise qui avait duré 2 ans. Puis, notamment, ils vont sortir de la crise grâce aux milliers de nouveaux emplois qui vont être créés par la guerre, mais aussi à cause... non, j'ai raté une phrase, excusez-moi. La classe ouvrière canadienne avait accepté de participer à l'effort de guerre. Puis pourquoi? C'était justement à cause des milliers de nouveaux emplois qui avaient été créés, mais aussi à cause de l'absence quasi totale d'opposition de la part des petits groupes de gauche à l'époque. Mais malgré ça, le désir de coopérer les travailleurs va s'éroder de plus en plus, tout particulièrement à partir de 1916, à partir de la moitié de la guerre. La classe ouvrière canadienne devenait de plus en plus désillusionnée en fait, de la guerre. Les capitalistes s'enrichissaient énormément de la guerre, tandis que les travailleurs, qui étaient encore meurtris par la crise d'avant-guerre, bénéficiaient que très peu de la reprise économique. La bourgeoisie canadienne demandait aux travailleurs de faire plus de sacrifices pour l'effort de guerre, ce qui incluait de trimer dur dans les usines, restreindre la consommation de certaines denrées, ou d'aller mourir au front dans un conflit qui était interminable et horrible. La guerre, en fait, il y a 60 000 Canadiens qui vont mourir dans, je pense, le conflit le plus sanglant de l'histoire du Canada. Faut me corriger si j'ai tort, mais il me semble que c'est ça. Donc, à la fin de la guerre, à travers le Canada, l'inflation avait atteint des sommets, tandis que les salaires avaient très peu augmenté. Donc, les travailleurs faisaient face à une baisse importante de leur salaire réel, de leur pouvoir d'achat, malgré la pénurie de main-d'œuvre qui était importante. Les travailleurs voulaient leur part du gâteau, mais leur demande économique et salariale était largement balayée du revers par les capitalistes.
Le patronat refusait systématiquement de reconnaître le droit à la syndicalisation, il refusait de négocier, il utilisait des scabs régulièrement, des injonctions des milices armées pour faire taire le mouvement. Malgré ça, les travailleurs étaient déterminés à utiliser la pénurie de main-d'œuvre créée par la guerre pour améliorer leurs conditions de vie qui avaient été largement détériorées par la précédente crise. Puis à l'opposé, les patrons, eux, étaient déterminés à retirer le maximum de la reprise économique qui avait été créée par la guerre pour renflouer leurs coffres puis faire un maximum de profit. Donc c'est cette contradiction-là qui va mener à une série de conflits entre la classe des patrons et celle des travailleurs partout au Canada. Mais en 1917, il y a un événement spectaculaire qui va changer drastiquement le cours des choses. C'est la Révolution russe de 1917, qui va être menée par le Parti bolchevique et qui va avoir l'effet d'un choc électrique pour la classe ouvrière et pour les socialistes à travers la planète. Les marxistes parlaient constamment de révolution, mais voici que concrètement, une révolution socialiste avait bel et bien eu lieu. Malcolm Bruce, qui était un révolutionnaire canadien, qui était membre du Parti socialiste de Vancouver en 1917, va se rappeler de cet événement-là dans ces termes. Lorsque la nouvelle du renversement du gouvernement par les bolcheviks et de la création de la République soviétique a été annoncée, c'était comme un éclair au milieu d'un ciel bleu, comme une lumière aveuglante. Il y a eu un grand sentiment de motivation parmi la classe ouvrière. Du moins, ils ont vu que la classe ouvrière s'était soulevée dans toute sa puissance et qu'elle s'était emparée du pouvoir d'une nation redoutable, et ils se demandaient si ça ne pouvait pas se faire ici. Charlie Lester avait déclaré « Malcolm, c'est ça, c'est le début de la Révolution mondiale ». C'est pour vous donner une idée là, de l'effervescence qu'il y avait dans la gauche à cette époque-là. Et donc, la gauche avait été affaiblie par la période de guerre, mais là, de tout ça, elle va se réveiller de sa torpeur, puis elle va vivre une période de croissance non négligeable sur la base principalement des succès des révolutionnaires russes. Ceci dit, déjà au début de 1918, le gouvernement et les dirigeants de la police vont commencer à s'inquiéter de la croissance des groupes de gauche radicale. Rapidement, en fait, ils vont tenter de faire taire l'enthousiasme qui a été créé par la Révolution par une répression brutale. Il va y avoir à l'époque, il y avait plusieurs communautés importantes d'immigrants qui venaient d'Europe de l'Est, qui étaient particulièrement radicalisées. C'est pourquoi le gouvernement va interdire les publications que les groupes radicaux russes, ukrainiens et finlandais au Canada. Puis ils vont être tout particulièrement attaqués et étiquetés comme des enemy aliens. Ça, c'est un truc qui va revenir souvent. C'est-à-dire, en fait, des étrangers d'un pays ennemi. Donc, le 27 septembre 1918, le gouvernement canadien va passer l'arrêté en conseil PC 2384. Vous n'avez pas besoin de retenir ça, c'est vraiment juste... Puis, en tout cas, cet arrêté en conseil-là, il va bannir 13 organisations, incluant le IWW, le Parti social-démocrate russe, le groupe de la Révolution russe, le groupe révolutionnaire ukrainien, l'Association de travailleuses chinoises, je ne vais pas toutes les nommer. Puis cette loi-là, elle garantissait des sentences de prison et des amendes salées pour quiconque faisait partie de ces 13 groupes. Toutes les rencontres qui se déroulaient dans, je cite, une langue de n'importe quel pays ou région d'un pays avec qui le Canada est en guerre, ou en n'importe quelle langue en provenance de Russie, d'Ukraine ou de Finlande étaient interdites, exception faite des services religieux. Finalement, tous les livres à caractère séditieux étaient bannis, tout simplement. Donc, un objectif important de cette loi-là, bon, oui, c'était de pousser les organisations de gauche dans l'illégalité, mais c'était aussi d'utiliser la xénophobie pour diviser la classe ouvrière canadienne sur les origines ethniques. En fait, c'est que le bolchevisme et la révolution ouvrière étaient étiquetés comme une idée qui appartenait aux étrangers des pays ennemis, comme des idées étrangères puis menaçantes pour les Canadiens d'origine britannique. Pourtant, il y avait bien des travailleurs canadiens d'origine britannique qui regardaient attentivement en direction de la Russie, puis qui se réclamaient des traditions du grand James Connolly. James Connolly, qui était un révolutionnaire irlandais, qui était fondateur du Parti république socialiste irlandais, puis qui a été une des figures de proue de l'insurrection de Pâques. Mais bon, c'est pas ici que je vais parler de James Connolly, mais c'est pour vous dire un peu qui était le personnage. Donc, comme on peut voir encore aujourd'hui avec la CAQ, le principe d'alimenter les sentiments et les préjugés xénophobes pour diviser, pour mieux régner, est une tactique classique de la classe dirigeante qui est encore largement utilisée aujourd'hui. Ceci dit, les travailleurs ne vont pas se laisser faire. Notamment à Toronto, avec l'arrestation de 2 jeunes travailleurs, Charles Watson et Harold Cheeseman, qui vont être arrêtés le 1er janvier 1919 pour avoir disséminé de la propagande
Puis, un fait comique, c'est que le magistrat qui est tout particulièrement irrité du fait que Watson et Cheeseman n'étaient pas des ennemis de pays étrangers. Je vais citer, « Par-dessus tout, des personnes de descendance britannique ne devraient jamais oublier les traditions disciplinées de leur race. Ce serait une disgrâce qu'ils s'associent à la propagande des égorgeurs étrangers. » Rien de moins. Donc, je ne sais pas les détails, mais merci. Mais tout ça pour dire que leur condamnation va déclencher une vague de protestations qui va être ponctuée de plusieurs rassemblements de milliers de personnes, dont un de ceux-ci qui va se terminer par des acclamations pour le bolchevisme, Karl Liebknecht et Léon Trotsky. Donc, le 24 janvier, face à la riposte inattendue des travailleurs, le département de la justice va reculer sur ses sentences de plusieurs mois d'emprisonnement, puis le mouvement ouvrier va pouvoir célébrer une victoire bien méritée. Donc ça, c'est uniquement un des exemples des victoires partielles du mouvement ouvrier face à la répression de l'État à l'époque. Ces attaques et ces contre-attaques étaient en fait des indicateurs du processus de radicalisation important de la classe ouvrière canadienne. Toutefois, la répression aussi nous indique sur le niveau de conscience de la bourgeoisie canadienne qui sentait réellement que leurs intérêts étaient menacés. Ça dit, vous vous demandez probablement ce qui se passait pendant ce temps-là à Winnipeg. Hein? C'est pour ça que vous êtes venus ici, right? Comme dans le reste du Canada, les travailleurs vont aussi se radicaliser, puis ils vont devenir de plus en plus combatifs. Dans leur lutte, ils vont apprendre des précieuses leçons qui vont avoir un impact majeur sur la suite des choses, puis qui vont les mener à la conclusion de la grève générale. Et donc en 1917, à Winnipeg, il va y avoir une série de grèves qui vont se solder dans des défaites amères suite à l'utilisation d'injonctions puis de scalps. De par ces défaites, il va y avoir plusieurs travailleurs qui vont se dire que pour réussir leur lutte, il y avait besoin de le faire en plus grand nombre, de lutter avec une plus grande solidarité militante. L'union fait la force. Mais en avril 1918, il y a 3 syndicats d'employés municipaux qui vont déclencher une grève pour obtenir des meilleurs salaires. Puis immédiatement, le Winnipeg Free Press, qui est un journal à l'époque, puis les dirigeants d'entreprise vont commencer une campagne de salissage contre le droit de grève dans le secteur public. Toutefois, les mouvements précédents avaient permis la construction d'une forte solidarité. Puis l'idée de grève solidaire a été largement discutée parmi les employés municipaux. Donc, en réponse aux demandes des travailleurs, la Ville va former un comité en charge de négocier avec les grévistes. Puis, ils vont réussir à négocier une ébauche d'entente avec le comité, puis les grévistes vont s'entendre avec le comité pour une ébauche d'entente. Par contre, le 13 mai 1918, quand l'entente va être présentée au Conseil, coup de théâtre, elle va être amendée pour en retirer le droit démocratique de faire la grève pour les employés municipaux. Laure Gaudreau, qui est une grande syndicaliste québécoise que vous avez peut-être déjà entendu parler, disait par le passé, « Un droit, c'est un droit, ça ne se demande pas, ça se prend ». Puis c'est exactement ça que les travailleurs municipaux de Winnipeg vont faire. Ils vont prendre leur droit démocratique de grève. Le lendemain matin, le 14 mai 1918, les pompiers entraient en grève. Au sommet du conflit, il y a 7000 travailleurs de 13 métiers différents qui vont faire la grève en solidarité. Les travailleurs des services d'incendie, de l'eau, de l'électricité, des transports publics, des services téléphoniques, de l'entretien ferroviaire, ils ont tout arrêté. Il n'y avait plus rien qui bougeait, sauf le gouvernement qui, lui, est rentré en panique. Les travailleurs du secteur public et privé, en fait, s'étaient unis pour défier ces attaques antidémocratiques contre le droit de grève, puis 10 jours plus tard, la Ville capitulait. Le 24 mai, une entente était signée sans l'amendement contre le droit de grève. Donc, les travailleurs de Winnipeg venaient de gagner une victoire importante qui renfermait une très précieuse leçon. En 1918, le Metal Trades Council, qui était une centrale syndicale des métallurgistes, va tenter une nouvelle fois de négocier un contrat afin d'être reconnu par ses employeurs. Ces membres vont débrayer, puis vont même faire planer la menace d'une grève générale. Mais en l'absence d'action de solidarité, les travailleurs vont être vaincus. Donc, la conclusion évidente de la victoire de 1917 et de la défaite de 1918 est qu'une action coordonnée de l'ensemble des travailleurs de la Ville était nécessaire afin d'arracher des gains décisifs au patron. Suite à ces événements-là, le Congrès des métiers du travail de Winnipeg, que maintenant je vais référer au CMTW parce que c'est beaucoup trop long à dire, donc le CMTW va se donner alors le droit d'organiser une grève générale à la suite d'un référendum incluant tous les travailleurs syndiqués de la Ville. Le CMTW, c'était une centrale syndicale qui rassemblait tous les syndicats de la ville de Winnipeg, dont les centrales sectorielles du Metal Trade Council, qui lui c'était le secteur métallurgique, et du Building Trades Council, qui lui était du secteur de la construction.
Donc, la grève de Winnipeg va naître de plusieurs conflits qui vont apparaître en avril puis en mai 1919, notamment dans le secteur métallurgique et dans le secteur de la construction. Donc, les syndiqués du Building Trades Council cherchaient à obtenir des augmentations de salaire substantielles qui étaient déterminés à les obtenir pour compenser pour les faibles gains qui avaient été obtenus pendant la guerre. Depuis 1913, l'inflation était estimée à 75 tandis que les augmentations de salaire pour les travailleurs de la construction n'avaient été que de 13 ça veut dire que vivre, c'est pas mal plus cher. Donc, face à l'impasse, dans les négos, le Building Trades Council va déclencher une grève le 1er mai 1919. Les syndiqués du Metal Trades Council, eux, ils cherchaient à nouveau à obtenir la reconnaissance des employeurs. Ils luttaient pour cette demande-là depuis 1906, puis ils avaient subi depuis 3 défaites amères en 1906, en 1917 et en 1918. Donc, puisque les capitalistes du secteur métallurgique ne reconnaissaient pas le Metal Trades Council, les demandes de négociation étaient tout simplement ignorées. C'est top de négocier comme ça arrive. Pour ne pas dire impossible. Pardon, il fallait que je m'hydrate. C'est important de rester hydraté. Donc, devant l'immobilisme de la partie patronale, le 2 mai 1919, le Metal Trades Council va déclencher une grève, qui est la 3e grève du secteur métallurgique en 3 ans. Ces travailleurs-là n'étaient pas les seuls en conflit. Il y avait aussi les téléphonistes, il y avait les employés du tramway, puis il y avait même les policiers municipaux qui luttaient tous avec difficulté pour des augmentations de salaire. Le 6 mai, à la rencontre hebdomadaire du CNTW, les délégués du Metal Trade et du Building Trade vont présenter leurs difficultés, puis le besoin du soutien de tous les travailleurs de la ville de Winnipeg, en faisant valoir qu'une défaite mettait en danger les acquis de l'entièreté du mouvement syndical. Et donc, dans le contexte des multiples conflits, puis avec les discours convaincants des délégués et autres orateurs, il va y avoir un vote de grève générale qui va être demandé en fonction des nouveaux pouvoirs dont s'était doté le CNTW. Dont il s'était doté en décembre 1918. Donc, le 13 mai, à la fin du décompte des votes, il y avait 95 des travailleurs de Winnipeg qui avaient voté en faveur de la grève générale. La grève générale était prévue de commencer pour le 15 mai. Un comité de grève qui va être composé de 3 délégués par syndicat et de 5 du Labour Council va être élu et chargé d'agir au nom des travailleurs pour les futures négociations. Le 15 mai, à 11 h précis, la ville de Winnipeg s'est arrêtée. En fait, c'est les femmes qui ont parti le bal. 4 heures auparavant, à 7 h du matin, les travailleuses téléphonistes ont l'honneur d'avoir été les premières à cesser de travailler. Au total, dans les premières 24 heures, 22 000 travailleurs vont répondre à l'appel. Au total, 30 000 travailleurs vont faire la grève. La quasi-totalité des travailleurs de Winnipeg, syndiqués ou non, parcouraient les piquets de grève. Puis ça, c'est un aspect important de la grève générale. La grève générale n'implique pas juste les travailleurs syndiqués, mais aussi ceux qui ne le sont pas. Et donc, il y a 94 des 96 syndicats de la municipalité qui vont être en grève. Les pompiers ont quitté les casernes, les téléphones ne fonctionnaient plus, les turbines et les génératrices électriques ont été abandonnées, les édifices commerciaux de toutes sortes, que ce soit les restaurants, les cinémas, ils étaient tous fermés, la livraison de pain, de lait, de glace avait cessé, etc. Tout s'est arrêté. Les travailleurs étaient tout simplement remplis d'espoir. C'était en fait la culmination d'une colère accumulée puis d'une lutte qui avait duré 20 ans. C'était tout ou rien. Les travailleurs, les dirigeants syndicaux et même les patrons le savaient que c'était tout ou rien. Le patronat va rapidement s'organiser puis former le Citizens Committee of 1000, qui est en français le comité d'un millier. C'est plus court. Il était dirigé par des membres de la Chambre de commerce. Ce comité-là était dirigé par les membres de la Chambre de commerce, du barreau, de l'Association des manufacturiers, de riches étudiants et d'autres riches individus. La crème de la crème. Malgré les prétentions de représenter et de défendre les citoyens de Winnipeg, cet organe par et pour les patrons va tout faire en son possible pour défendre ses intérêts capitalistes et briser la grève. Il va organiser des groupes de briseurs de grève volontaires, puis il va faire des campagnes de salissage à caractère xénophobe, qui va servir à discréditer la grève en l'associant à un complot bolchevique mené par des enemy aliens, les méchants étrangers, tu sais. Même s'il était fort sur l'exagération, les patrons de Winnipeg, organisés dans le comité d'un millier, comprenaient très bien l'ampleur de l'enjeu. Je cite, « Ceci n'est pas une grève, elle n'a rien d'une grève normale, c'est la révolution.
C'est une tentative sérieuse de renverser les institutions britanniques dans ce pays occidental pour les remplacer par le système bolchevique russe de l'ordre des soviets. Winnipeg est en réalité gouverné par le comité de grève central du Trades and Labour Council. Donc, il va y avoir plusieurs déclarations du même ordre qui vont apparaître régulièrement dans la propagande du comité d'un millier, qui à l'époque s'était créé comme un journal là, qui distribuait constamment et qui donnait tous ces mots d'ordre. Donc, deux pouvoirs s'opposaient dans la ville de Winnipeg. Il y avait celui des travailleurs, qui était représenté par le comité de grève, le pouvoir de la majorité de la population, puis tu avais celui des patrons, qui était représenté dans le comité d'un millier, le pouvoir de la minorité. Une question se posait, par contre, c'est qui contrôlait la ville. Donc, dès le tout début de la grève, le comité d'un millier va soulever un tollé face au manque de services essentiels, comme la livraison du pain et du lait. Parce qu'en temps de grève générale, quand une ville entière est paralysée, la livraison du pain et du lait est arrêtée autant pour les patrons que pour les travailleurs. Donc, en réponse, dès le 16 mai, dès le lendemain, le comité de grève va commencer à distribuer des permis qui vont permettre la distribution des services essentiels. Puis ces permis avaient la forme d'affiches, puis ils indiquaient « Permis sous l'autorité du comité de grève ». Donc, je trouvais que c'était une belle pièce, je voulais vous la montrer. J'espère qu'on va pouvoir ramener ça dans le document. Même si les dirigeants de la grève le niaient ou l'ignoraient, tout simplement, le redémarrage de la production, de la distribution sous le contrôle du comité de grève marquait l'apparition d'un deuxième pouvoir. Un pouvoir qui provenait en fait directement de l'organisation des travailleurs. Ce nouveau pouvoir-là remettait directement en fait la question de la pertinence du pouvoir des patrons. Puis ça a juste rendu les patrons complètement furieux parce que les travailleurs démontraient en pratique qu'ils n'avaient juste pas besoin d'eux. Donc la grève générale limitée n'est pas une grève comme toutes les autres. Dans la plupart des cas, une grève va lutter pour des demandes économiques, comme des augmentations de salaire. Mais donc elle va poser aussi la question du pouvoir à l'intérieur de l'usine, à travers de la lutte sur qui va obtenir la plus grande part du profit qui est créé par les travailleurs. Toutefois, la grève générale limitée pose la question du pouvoir à bien plus grande échelle. Qui contrôle les usines? Qui contrôle la ville? Qui contrôle la société? Par la grève générale, tout s'arrête. Pas une roue ne tourne, pas une ampoule ne brille sans le consentement de la classe ouvrière. Puis c'est lorsque les travailleurs en grève réalisent que les services essentiels sont plus fournis pour leur famille qu'ils font face à un dilemme. Soit ils prennent le contrôle et la responsabilité de fournir les services essentiels, ou ils arrêtent de faire la grève, ils perdent la lutte, puis ils permettent le rétablissement de la production sous le contrôle des capitalistes. Donc, en assumant le rétablissement des services essentiels, sous le contrôle du comité de grève, le rôle du comité de grève s'élargit. Il ne s'agit plus d'organiser des piquets de grève, mais maintenant d'organiser la société, la production, la sécurité des travailleurs. Pour les capitalistes, la grève générale limitée, c'est plus qu'une question d'argent. Son pouvoir sur la société est mis en danger. Puis la question de qui contrôle la société, c'est pas un truc qui se discute à la table des négociations. En 1917, en Russie, ces comités de grève qui géraient la société, l'organisation de la vie sociale et économique s'appelait à l'époque les soviets. Les soviets, c'était l'unité démocratique de base du contrôle ouvrier de la société socialiste. La création d'une société socialiste, d'une société basée sur le contrôle démocratique des travailleurs, organisée dans leur comité de grève, d'usine, de quartier ou de ville, c'est la conclusion logique, en fait, de la grève générale limitée. Donc, peu importe quelle organisation ouvrière se lance dans une grève générale limitée, si ses dirigeants n'ont pas cette perspective, ou s'ils n'arrivent pas à celle-ci à travers la lutte, la grève est destinée à la défaite. À Winnipeg, le quartier général du comité de grève était surnommé par certains le Soviet de James Street. Donc, avec son exécutif et ses 300 délégués élus démocratiquement, avec le contrôle de la production et de la distribution des denrées de base, le qualificatif de Soviet n'était pas tant tiré par les cheveux, en fait. Par contre, il ne suffit pas qu'il y ait un potentiel révolutionnaire pour qu'il y ait une révolution. La preuve, si on regarde le Canada, c'est encore capitaliste. Il n'y a pas eu, ça aurait été bien par contre. Mais pour qu'il y ait une révolution, il faut aussi que les travailleurs et les dirigeants ils comprennent le potentiel révolutionnaire et qu'ils agissent en fonction de celui-ci. Donc, la police municipale de Winnipeg désirait elle aussi lutter avec les grévistes pour améliorer leurs conditions de vie. Puis à un moment, en fait, dès le début, elle va approcher le comité de grève et elle va offrir de se joindre à la grève pour notamment offrir ses services pour protéger les piquets de grève.
Ben, soyons clairs, la police et l'armée est dans 99,99% des cas du côté des patrons. C'est le bras armé de l'État, c'est sa job, maintenir le statu quo. Défendre l'ordre établi, défendre la classe qui l'emploie, défendre le capitalisme et le système. Encore aujourd'hui, les horreurs de la brutalité policière contre les Noirs, contre les Autochtones, contre les autres minorités opprimées, sont là pour nous rappeler leur rôle. Donc, la police représente le bras armé de la classe capitaliste, puis ça, en temps normal, à défendre ses intérêts de classe. Mais une révolution ou une grève générale, c'est pas un temps normal. Dans des moments de lutte de classe aiguë, les policiers et les soldats, qui ont des plus bas échelons, qui ont des frères et des sœurs dans les usines, peuvent, sous la pression énorme de la lutte des classes, vaciller et cesser de jouer leur rôle de répression, ou même rejoindre le camp des travailleurs. Donc la scission de certains éléments de l'appareil d'État est un indicateur important d'une période à caractère révolutionnaire. En réalité, il n'y a aucune révolution qui pourrait réussir s'il n'y avait pas au moins une partie des forces armées de l'État qui prenait le bord des travailleurs. Le cas de Winnipeg, ce n'est pas un cas d'exception dans l'histoire du capitalisme, et en fait, ça indique la profondeur de la lutte de classe qui se déroulait à Winnipeg en 1919. Donc la division au sein de l'appareil d'État signifie l'affaiblissement de son pouvoir et de sa capacité à régler. C'est pourquoi une telle situation était favorable aux grévistes, puis que la division au sein de l'État devait être approfondie et aggravée. Ceci dit, les dirigeants syndicaux vont refuser l'offre de la police municipale de peur de contester trop ouvertement l'autorité gouvernementale. Et donc, le 15 mai, les policiers vont rester à leur poste. Cette peur de contester trop radicalement va se manifester de différentes manières tout au long de la grève. Notamment le 22 mai, sous la pression du comité d'un millier, puis à la demande du maire, le comité de grève va retirer ses beaux permis. Le maire affirmait que les permis du comité de grève signifiaient une érosion de l'autorité constitutionnelle de Winnipeg, puis qui pouvait faire croire à plusieurs personnes à travers le pays que la ville était sous le contrôle du comité de grève. Mais puisque le comité de grève n'avait pas du tout l'intention d'assumer l'autorité gouvernementale de la ville, bien, ils ont respecté la demande du maire et les permis vont être retirés. En fait, face aux accusations répétées de fomenter une révolution bolchevique comme celle de 1917, les dirigeants du comité de grève vont régulièrement et honnêtement démontrer le contraire. Donc, à plusieurs reprises, les dirigeants syndicaux vont décourager les grévistes de manifester ou de piqueter. Ils vont plutôt répéter sans cesse aux travailleurs de ne rien faire, de rester chez eux. La logique était simple pour eux. Il s'agissait uniquement que d'une grève. Ce n'était pas une révolution. Puis donc, les travailleurs devaient ne rien faire et montrer qu'il ne s'agissait que d'une grève. Donc, le CNTW avait un journal pour distribuer sa propagande, au même titre que le comité d'un millier. Puis, j'aimerais vous citer un avis de première page qui, à mon avis, représente bien en fait la tactique des dirigeants syndicaux. Donc, grévistes, calmez-vous. C'est l'heure où vous pouvez gagner. Du calme, garçon, du calme. Restez silencieux. Ne faites rien. Évitez les ennuis. Laissez cela à vos ennemis. Continuez de démontrer que vous êtes les amis de la loi et de l'ordre. Donc, ceci dit, pendant que le comité de grève disait à ses travailleurs de continuer de rien faire, bien, le comité d'un millier, lui, il préparait l'écrasement de la grève. Donc, comme j'avais mentionné, les policiers municipaux étaient sympathiques aux grévistes, puis cette situation-là, bien, elle ne pouvait pas être tolérée là, par la classe dirigeante. Après tout, le rôle de la police et puis de l'armée, bien, c'est de défendre les intérêts de la classe dirigeante. Donc, les policiers municipaux vont se faire présenter un ultimatum où ils devaient se dissocier de la grève, puis promettre de participer à aucune grève en solidarité ou en sympathie aux grévistes. Les policiers vont refuser, et face à ça, la ville, avec l'aide du comité d'un millier, va commencer à engager une force policière spéciale qui était payée évidemment un salaire plus élevé que la police municipale régulière, puis dont les membres vont être principalement des étudiants, puis d'anciens vétérans anti-grève, qui étaient visiblement convaincus par la propagande xénophobe. Donc, après avoir réussi à rassembler une force spéciale de 2000 hommes, l'ultimatum va être à nouveau présenté à la force de police régulière. Puis, face à un deuxième refus, l'entièreté des 240 policiers réguliers vont être renvoyés. Et donc, il va y avoir une nouvelle force policière spéciale qui était en fait, grosso modo, un rassemblement de brutes désorganisés, armés de gourdins de bois, puis prêts à tabasser du gréviste. Et donc, avec l'aide d'Ottawa, le comité d'un millier va réussir à rassembler, en plus de la police spéciale, une force militaire importante, avec la police montée, avec des chargements de mitraillettes, puis même un véhicule blindé. Les patrons de Winnipeg avaient réussi dans une période de temps très courte à se munir d'un nouveau bras armé.
de nouvel outil de répression sur lequel, cette fois-ci, ils pouvaient compter. Puis sur lequel ils pouvaient compter pour protéger leurs intérêts, qui consistait dans les médias à écraser les grévistes. C'était ça leur intérêt. Et donc, le 18 juin, il y a 6 dirigeants syndicaux d'origine anglo-saxonne, puis quelques autres ennemis étrangers, qui vont être arrêtés puis envoyés dans une prison en dehors de la ville. À partir de ce moment-là, le contrôle du cours des événements va complètement échapper au comité de grève. Merci, je suis fini. En fait, déjà à plusieurs reprises, puis malgré les appels du comité de grève à ne rien faire, il va quand même avoir des milliers de sympathisants à la grève, principalement des vétérans pro-grève, eux, qui vont organiser par propre initiative des manifestations, des rassemblements publics à caractère militant en soutien à la grève. Et en réponse, bien, évidemment, il va y avoir des manifestations anti-grève qui vont être organisées. Puis parfois, bien, il va y avoir quelques échauffourées qui vont éclater entre les deux camps. En fait, plus la grève durait, plus les tensions grandissaient et plus ils se répercutaient dans la rue. Donc, pour éviter une confrontation massive et violente entre les deux camps, le maire va à un certain point déclarer que tout rassemblement de manifestation était interdit. Mais malgré l'interdiction, le vendredi 20 juin, les vétérans vont se rassembler massivement et organiser une manifestation pour le lendemain, contre les arrestations, puis aussi contre le rétablissement du service de tramway qui avait été rétabli par des esclaves. Donc le samedi 21 juin, il y a des centaines de personnes qui vont se rassembler pour une manifestation silencieuse, puis devant l'ampleur de la manifestation, le maire il va appeler les renforts de la police pour disperser la foule. Donc, il y a 54 policiers à cheval, puis 36 de plus dans des camions qui vont être mobilisés pour disperser la foule. Il y a un tramway qui va être envoyé dans la foule comme provocation. Le tramway était vide, puis c'était vraiment une provocation. Le tramway va se faire arrêter donc, par la masse de manifestants qui vont tenter en vain de le faire basculer sur le côté. Peut-être ça bouge, on n'a pas l'image de l'événement, mais l'image de l'événement, c'est comme l'image la plus marquante de cette grève-là, puis c'est justement le fameux tramway qui va se faire casser à la gueule. Fait que les manifestants vont essayer de renverser le tramway, mais ils ne vont pas être capables. Ils vont juste saccager le véhicule pour finalement le mettre en feu. Mais pendant que les manifestants étaient occupés avec le tramway, la police montée, elle va faire son entrée en scène. Et elle va charger dans la foule avec des matraques. La foule n'est pas folle, elle va répondre avec des bouteilles et des pierres. Après la deuxième charge, il y a un des policiers qui va tomber de son cheval, puis là, les manifestants vont lui sauter dessus et essayer de le battre. Donc, en voyant leurs collègues en mauvaise position, la police va revenir à la charge, mais cette fois-là, avec des fusils dans les mains. Puis, la police montée, qui était visiblement incapable de calmer les manifestants en les chargeant à cheval, bien, elle va se mettre à lui tirer dessus. Donc, en voyant les balles ricocheter et les manifestants s'effondrer, les gens vont fuir en panique vers les rues et les ruelles, où ce qui va être attendu par la fameuse police spéciale, avec des gourdins et des revolvers, puis où ce qu'ils vont se faire battre sans merci. De la fusillade, il y a un gréviste, Mike Sokolowski, qui va mourir sur le coup, puis il y en a un autre qui va mourir de ses blessures un peu plus tard. On va décompter au moins une trentaine de blessés pour la journée qui va être baptisée le samedi sanglant. 5 jours plus tard, le 26 juin, la grève était terminée. Après 6 semaines de grève générale, les grévistes en sont sortis les mains vides, avec aucune de leurs demandes initiales qui avait été gagnée. Malgré leur courage et leur fougue inspirante, les dirigeants syndicaux n'avaient aucune idée claire jusqu'où cette grève-là allait les mener. Même ceux qui s'identifiaient comme des socialistes à l'époque n'ont pas réussi à comprendre le potentiel révolutionnaire de la grève. Ils désiraient la reconnaissance syndicale, une bonne convention collective, pensaient que la grève générale, ça serait juste une grève, mais plus grande et plus forte. Que cette grève-là suffirait à faire plier, en fait, le patronat à leur demande. Il s'agissait uniquement de moyens de pression, mais pas juste un moyen de pression. T'sais. Les capitalistes de Winnipeg, eux, avaient une bien meilleure conscience de l'ampleur politique, en fait, que représentait la grève. En apparence, cette grève-là faisait uniquement aborder des demandes économiques, comme des augmentations de salaire ou la reconnaissance du droit de grève. Mais en fait, elle contestait directement le pouvoir économique et politique des capitalistes sur la ville de Winnipeg. C'est ça qui fait la différence entre une grève et une grève générale. Ici, il ne s'agit plus de déterminer quelle part des profits va aller au patron ou aux travailleurs. Il s'agit de savoir c'est qui contrôle la ville. Si une grève restreinte à une usine va poser la question du pouvoir à petite échelle, la grève générale la pose à l'échelle de la société. Et donc, la grève générale avait sans aucun doute un potentiel révolutionnaire, d'autant plus que les travailleurs de Winnipeg n'étaient pas seuls. La prise du contrôle de la ville de Winnipeg par les travailleurs aurait pu en fait être le déclencheur d'une révolution à l'échelle du Canada.
Parce que parallèlement, à la grève de Winnipeg, à Vancouver, il y avait aussi une grève générale. Puis celle-là, en fait, était peut-être pas aussi spectaculaire, mais les demandes étaient plus radicales, puis elle a même duré plus longtemps. À Montréal, ici, le 4 juin, il y avait 7000 travailleurs qui sont entrés en grève, notamment à la Canadian Vickers. C'est une des compagnies qui a aidé à construire le MR63, un des métros, là, justement. Donc, je dis ça parce que je tombe sur des plans de métro, puis je suis comme, ah ouais, tu sais, des vieilles affaires des années 60, puis excusez-moi, je suis un peu nerd. Donc c'est ça, fait que 7000 travailleurs qui vont entrer en grève à la Canadian Vickers. Puis quelques semaines plus tard, il va y avoir aussi les employés des usines Angus, où que maintenant c'est un Loblaws. Puis aussi de la Dominion Textile, qui vont se joindre à eux. Cette grève-là avait été déclenchée spécifiquement en solidarité avec les travailleurs de Winnipeg, qui étaient en grève. Parce qu'en fait, l'année 1919, c'est l'année où le mouvement ouvrier canadien est entré en révolte. Aussitôt qu'il y avait une grève qui se terminait, il y en avait une autre qui commençait en partant de la Nouvelle-Écosse jusqu'en Colombie-Britannique. Les médias et les capitalistes parlaient sans arrêt de la menace bolchevique, de la menace de la révolution russe. Puis en fait, il n'y avait pas tout à fait tort, tu sais. La révolution russe de 1917, la fin de la guerre mondiale, avait vraiment créé un bouillonnement révolutionnaire à travers toute la planète. À Winnipeg, les travailleurs avaient démontré qu'ils pouvaient diriger la société, la ville, sans les patrons, de manière en fait très similaire à ce qui était fait dans la Russie soviétique. Mais pourtant, pour accomplir une révolution socialiste, il manquait un élément clé. Si le syndicalisme et les syndicats, c'est un mode d'organisation essentiel pour la défense et l'amélioration des droits des travailleurs, l'expérience de Winnipeg nous renseigne sur les limites d'un syndicalisme qui est strictement économique. C'est-à-dire un syndicalisme qui se restreint seulement à défendre les travailleurs à l'intérieur des frontières imposées par un système dont la base fondamentale, c'est l'exploitation des travailleurs. Si on se confie nos limites d'un système capitaliste, qu'on le veuille ou non, un jour ou l'autre, on va se ramasser à devoir le défendre. Et donc, d'où l'importance d'un syndicalisme qui est guidé par des idées socialistes, un syndicalisme de lutte de classe qui a pour objectif ultime le renversement du capitalisme. D'où aussi l'importance pour les travailleurs de se doter d'une organisation de militants professionnels avec des membres qui s'éduquent constamment sur l'histoire, sur la philosophie, sur les idées socialistes pour ensuite pouvoir diffuser ces apprentissages-là dans le mouvement. Parce qu'en 1919, il manquait au Canada une organisation révolutionnaire capable d'unir les multiples grèves qui se passaient tout à travers le Canada, puis de les pousser vers le renversement définitif du capitalisme. Une organisation, une organisation qui n'est pas restreinte ou alourdie par le poids des griefs ou tout autre fardeau administratif qu'on voit en ce moment. Ou une organisation qui est flexible et qui ne restreint pas seulement son activité à la minorité des travailleurs syndiqués, mais qui peut aussi représenter les aspirations programmatiques de l'entièreté de la classe ouvrière, qu'elle soit syndiquée ou non. Il nous faut en fait une organisation qui a absorbé et maîtrisé les leçons du mouvement ouvrier à travers le monde, une organisation capable de comprendre ce qui se passe et qui peut agir en conséquence. Malheureusement, les grévistes n'ont pas eu de chance, celle d'apprendre les leçons de leurs confrères et de leurs consoeurs au préalable. En fait, en Amérique du Nord, les travailleurs de Winnipeg ils ont été grosso modo des pionniers. Évidemment, il y avait eu d'autres grèves générales ailleurs, mais il y avait, en Amérique du Nord, mais il n'y en avait aucune d'entre elles qui avait été à la fois aussi longue, qui avait été poussée autant à ses plus profondes limites. En Russie, la classe ouvrière avait réussi à prendre le pouvoir, mais à Winnipeg, l'expérience et les leçons de la victoire de la Révolution de 1917 leur étaient inconnues. Les leçons de la Russie ne s'étaient pas rendues jusque-là. Puis ce qui leur manquait, la leçon la plus importante en fait de l'expérience russe, c'était celle de former patiemment au préalable une organisation révolutionnaire de travailleurs syndiqués et non syndiqués, capable de justement intervenir dans le mouvement et d'agir en conséquence. Donc après cette remise du choc de la défaite, il y a plusieurs militants parmi les plus radicaux au Canada qui vont aussi tirer ces leçons-là. En 1921, à la lumière des leçons de la grève de Winnipeg, inspiré par l'expérience russe, le Parti communiste du Canada va être fondé et va devenir une force sociale importante pour les années suivantes. Je pense aussi par exemple à Léa Robach, qui est un monument de notre histoire syndicale, puis qui va devenir membre du parti en 1929. Par contre, vu l'heure, puis vu mes connaissances, ça va pas être à soir que je vais vous parler de l'histoire de la montée et de la dégénérescence du Parti communiste du Canada. On en aurait pour un bout. Mais finalement, donc l'héroïsme des grévistes,
des grévistes n'aura pas été vain, pourvu qu'on apprenne leurs leçons et qu'on les utilise pour nos luttes futures. Puis, c'est ici, dans cette salle, que repose en fait le plus grand gain de la lutte des travailleurs de Winnipeg. C'est nous, ici, parce qu'on peut garder leur mémoire vivante. Puis j'espère en fait que l'histoire de leur lutte va vous aider à vous inspirer pour les tâches et les tactiques pour notre mouvement ouvrier aujourd'hui. C'est pourquoi aussi, à la REPA syndicale, on accorde justement une grande importance à l'éducation politique et historique. On s'éduque sur les luttes du passé pour pouvoir propager les leçons du mouvement ouvrier, afin qu'on puisse gagner nos luttes. Pour que finalement on arrête de se faire manger la laine sur le dos par les gouvernements de droite, par les patrons, qu'on en finisse une fois pour toutes avec cette société dégoûtante basée sur notre exploitation, le capitalisme. Merci.